Attention, attention, il y a 41 ans, on a été signé le traité de Niamey et on a fondé l'Organisation internationale de la francophonie. Attention! Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette émission d'Environnement Littérature TV, un espace créé dans l'université et pour l'université. Aujourd'hui, on va parler sur la décolonisation de la culture américaine à partir de l'inclusion de la connaissance environnementale des originaires. Bonsoir, Monsieur Dieu et Monsieur Tronchi. À propos de la décolonisation de la pensée, la pédagogie critique donne une forte apport à partir de la fondation de l'école de Francfort. Vous avez raison, et c'est pour ça qu'on va voir une note qui a été préparée par notre chercheur Gio à l'école de Francfort. Merci, Monsieur le secrétaire de la francophonie. Et comme vous avez dit, nous sommes intéressés sur la pédagogie critique, laquelle a été un projet depuis l'école de Francfort, qui a été créée comme une critique de la situation qu'il y avait en Allemagne près de 1923. Cela est la date à laquelle l'école est fondée. Si nous pouvons dire que dans les premières années de son histoire, l'Institut s'est consacré principalement sur une analyse de l'infrastructure socio-économique de la société bourgeoise. Après 1930, le principal intérêt était dans sa superstructure culturelle. Alors, elle s'est centrée sur la politique et l'économie. Mais elle a réalisé que la situation était dans les cultures, dans la conscience des personnes. Avec elle, on pouvait et on peut changer la réalité. Alors, on l'appelait la théorie critique. Le rejet de la justification de la réalité socio-historique personne qu'elle la considère injuste et oppressive, irrationnelle. En postulant au lieu la recherche d'une nouvelle réalité plus rationnelle et plus humaine. Puis, il vient une théorie primordiale de cette théorie, mais appliquée vers l'éducation. L'écriture l'ont nommée école nouvelle ou active. Cela soulignait les changements dans la relation éducative entre les professeurs et les élèves, et ils sont clairs que les options que devraient prendre leurs écoles. Plusieurs éducateurs ont développé cette idéologie dans les 2 derniers cycles et ont soutenu l'idée de l'étudiant comme un agent actif dans le processus d'apprentissage. Tel que Paulo Freire, John Dewey qui a été le fondateur, Peter McLaren, Michael Apple, entre autres. L'un d'eux, c'est Henri Giraud. C'est lui qui nous prenons et duquel nous allons développer les idées, mais de la critique dialectique qui a été développée à partir de l'école de Francfort. Merci. Bonsoir à tous. Et la pensée dialectique, comme une forme de critique, argumente qu'il y a une liaison entre la connaissance, la puissance et la domination. Donc, elle reconnaît que certaines connaissances sont fausses et que le dernier but de la critique devrait être la pensée critique pour l'intérêt du changement social. Elle reconnaît la réalité, comprend les choses comme elles sont et en même temps, cela signifie refuser la factualité simple. Par conséquent, la théorie de la critique dialectique parle d'un double souci. D'une partie, elle essaie de joindre l'expérience sociale avec le développement des moyens critiques qui peuvent interroger ces expériences et révéler ses forces et ses faiblesses. D'une autre partie, elle souligne une façon de préciser avec de nouvelles façons de penser critique qu'indiquer à réclamer des conditions d'une existence autodéterminée. Bien sûr, et pour finir cette émission, notre chercheur Maurice a une dernière note pour conclure ce thème. Allez, monsieur Maurice.
dernièrement, dans l'Amérique latine, il y a eu une importante préoccupation sur la décolonisation de la culture du Sud. Ça veut dire que depuis la formation des linguistiques, anthropologues, sociologues et ethnographes, on a conformé un mouvement afin de travailler par repêcher les principes et les légages culturels à partir de l'étude et la récollection de la tradition orale du peuple américain. Quelques étudiants comme Mario Garcés, Carmen Gloria Godoy et le professeur Rodrigo Malaver ont fait des études profondes à partir de nouveaux concepts d'oralité et l'ethnotest, modèle propre du mouvement littéraire, culturel et social, lequel a l'intention de rompre avec les conditionnements accidentels lesquels ont opprimé la société américaine depuis la colonisation. De tel mode, on a la littérature comme la représentation orale de la culture, en considération que ceux du cœur, ce ne sont pas seulement la connaissance des peuples natifs, desquels nous sommes descendants. Aussi les discours des originaires font part de la véritable histoire des peuples d'Amérique. Alors, l'ethnotest est la représentation, récopilation et inclusion de ce discours oraux dans un système littéraire identifiant tous les éléments dont la fonction dans les textes lui permet d'attacher des figures littéraires, telles que métaphores, possiblement, une des plus importantes à la conformation du ethnotexte. Finalement, ayant de cette monde montré que l'ethnotest est le dernier résultat des efforts de la Société intellectuelle d'Amérique du Sud, et on acquis sur les buts que les licenciés en formation et en exercice l'utilisent afin de faire une révolution éducative depuis l'intérieur des écoles pour assurer la récupération de la culture propre et ainsi pouvoir générer une construction dialectique à travers les contacts avec des cultures différentes et de cette façon devenir une culture authentique avec des critères solides, propres et surtout libres de quelques pressions externes qui empêchent la liberté de penser. This is the story of Tunchi. He was not a person. He never thought about doing anything good, only bad things. He spent his life drying out trees. He was simply told, "You are going to dry out this tree?" So he did. He would blow hard, and the tree would dry out. In just a few minutes he could dry the tree. People wanted to know if he did whatever children or anyone asked him to do, and so they approached him. However, the oldest members of the community, who knew the importance of the trees for everyone, said to him that what he did was wrong, and asked him not to do it because then it could damage him. Then he answered that he was not the one doing it. It was Tunchi, the strong Tunchi, who no one could dominate. And he added that Tunchi was a man. People began to be afraid of him because in addition to drying out trees, he also began to dry out people. It is said that he would say, "I'm going to dry out this person." And then he would blow until that person would dry it out and stand still for a few minutes. People said that Tunchi just lived for weakness. He dried out so many trees that the people met with the oldest people to find out how to stop him, because shade was becoming scarce. The water springs which surrounded the community were drying out. The nights were everlasting, while the oldest people went through their memories and remembered what their grandparents, great-grandparents, and their ancestors had taught them. After many nights of thinking,
The oldest member of the group, Manu, told the rest that his ancestors' memory had told him what they could do. Everybody worked on the grandfather Manu's plan, which was to make a huge tree which covered the whole territory. As they were doing it, they filled it with a load of stones. When the tree was ready, Tunchi could be challenged. At the moment of saying it, he was asked to drive or cut down the tree, if he was able to. To show that he could keep his word, he took an axe and started to work. However, those people had not only filled the trunk with big stones, they had also recited a prayer to the big tree. Tunchi, who did not give up, worked until he managed to create a hole in the trunk, which he climbed into and continued cutting the big tree with his axe until it fell down. From the fallen tree, a red liquid started to pour out. The liquid became a blood-red river, and Tunchi got a severe cough. He coughed and coughed many times. People whispered that as the trees were drying out, he was going to get dried as well. Since Tunchi could not stop coughing, he began to lose weight, and his body dried up because the cough did not let him drink or eat. Whenever he had something to eat or drink, he brought it back. The same thing happened to him and the trees. They both started drying out. When he saw himself, he began to give advice and ask the people to never dry or cut down trees, because since it had happened to him, it could also happen to them, to die dried out like the trees that he had blown out. When he did not have anything to say, it is said that he cried and gave them some good advice. He said to the children that they had to obey the words of their ancestors and learn that white and ancient trees are untouchable, and they must be respected. He also asked them to grow more trees instead of cutting them down. Lastly, he reminded the people that it was because he did not hear his elders' voices that he was dying like that. It is also said that he dried out just like he had dried out many trees.